Progressisme, la religion du progrès, un millénarisme qui fait de l'individu un dieu et de ses volontés jusqu'au caprice un droit sacré et divin. Le progressisme est un matérialisme divinisé qui croit que les hommes sont des êtres indifférenciés, interchangeables, sans sexe ni racine, des êtres entièrement construits comme des Legos et qui peuvent être donc déconstruits par des démiurges. La société progressiste au nom de la liberté est une société liberticide. La liberté, c'est pour eux, pas pour les autres. La liberté, eux seuls peuvent l'apprécier et en user. La liberté, eux seuls en sont dignes. Comment ne pas être séduit par ce vent de liberté qui règne sur la France et sur l'Occident? Comment ne pas approuver toutes ces lois qui sanctionnent la pensée et la parole, car on est bien plus libre en pensant bien et en taisant des pensées mauvaises. On a mis en place un appareil de propagande qui réunit la télévision, la radio, le cinéma, la publicité, sans oublier les chiens de garde d'Internet. Son efficacité fait passer Goebbels pour un modeste artisan et Joseph Staline pour un débutant timoré. Le progressisme, c'est l'omniprésence de la parole soi-disant libre, servie par une technologie d'une puissance de diffusion jamais vue dans l'histoire, mais en même temps, comme ils aiment dire, un appareil répressif de plus en plus sophistiqué pour la canaliser et la censurer. Pas un mouvement de libération des femmes, pas un combat pour l'égalité entre hommes et femmes, pas même un abaissement de tous les mâles au nom d'une revanche universelle contre le patriarcat. Rien de tout cela. D'un côté, les libéraux et le marché ont ouvert nos pays au grand vent du libre-échange mondialisé, abattant frontières et petits commerces, transformant les anciens citoyens en consommateurs individualistes et quasi hystériques, soumis aux injonctions des publicitaires et des grandes entreprises. De l'autre, l'extrême gauche a troqué son marxisme et son bréviaire de la lutte des classes pour la sainte cause des minorités, qu'elles soient sexuelles ou ethniques, et ont remplacé la rue et les barricades par les prétoires. Les juges, conditionnés par la propagande de gauche dès l'école de la magistrature, sont devenus les relais et souvent les complices des associations diverses à qui elles servent de bras armés pour racketter les dissidents et terroriser la majorité autrefois silencieuse et aujourd'hui tétanisée. Le seul ennemi à abattre, c'est l'homme blanc, hétérosexuel, catholique. On voue aux gémonies un Bernard Pivot parce qu'il évoque sa jeunesse éprise de jolies Suédoises et on pardonne tout aux rappeurs qui insultent et appellent au viol, voire au meurtre des femmes blanches. Je vous invite à lire la prose des indigénistes, des féministes racisées, des luttes intersectionnelles qui gangrènent nos facs après avoir pourri les plus grandes universités américaines. Que disent-elles? Qu'elles sont d'abord noires ou arabes ou musulmanes, qu'elles appartiennent à leur race. Oui, elles ont le droit d'employer le mot. À leur religion, l'islam, à leur pays, en tout cas celui de leurs parents, qu'elles n'ont que faire d'une solidarité avec des femmes qui sont d'abord pour elles des Françaises, des bourgeoises et surtout des blanches. Que leurs hommes sont ce qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs énormes préjugés de genre et même leur violence, mais qu'ils sont ainsi non parce qu'ils sont des hommes, mais parce qu'ils ont été dominés et asservis par l'homme blanc. Que leur seul ennemi est l'homme blanc et qu'elles ont besoin de leurs hommes pour l'abattre. Celles-là ont compris l'évolution du rapport de force. L'homme blanc, hétérosexuel catholique, n'est pas attaqué parce qu'il est trop fort, mais parce qu'il est trop faible. Non parce qu'il est assez tolérant, mais parce qu'il l'est trop. C'est le faible et humaniste Louis XVI qu'on guillotine, pas l'inflexible et puissant Louis XIV. Il faut donc sonner l'hallali, achever la bête blessée. Sioran nous avait prévenu. Tant qu'une nation a conscience de sa supériorité, elle est farouche et respectée. Dès qu'elle ne l'a plus, elle s'humanise et ne compte plus. Nos progressistes, si brillants, si arrogants, si férus d'avenir et se souciant du passé comme de leur dernier iPhone, qui croyaient avoir dépassé le stade archaïque de la guerre des nations et de la guerre des classes, nous ont ramenés à la guerre des races et à la guerre des religions. Nous sommes ainsi pris entre l'enclume et le marteau de deux universalismes qui écrasent nos nations, nos peuples, nos territoires, nos traditions, nos modes de vie, nos cultures. D'un côté, l'universalisme marchand qui, au nom des droits de l'homme, a servi nos cerveaux pour les transformer en zombies déracinés. De l'autre, l'universalisme islamique
qui tire profit très habilement de notre religion des droits de l'homme pour protéger son opération d'occupation et de colonisation de portions du territoire français, qu'il transforme peu à peu, grâce au poids du nombre et de la loi religieuse, en enclave étrangère, en ce que l'écrivain algérien Boualem Sansal, qui a vu les islamistes en Algérie opérer ainsi dans les années 80, appelle des républiques islamiques en herbe. L'universalisme droit de l'homiste nous empêche de nous défendre au nom d'un individualisme borné qui ne voit pas que ce ne sont pas des individus qui sont en cause, mais des grandes masses, que ce sont des civilisations qui s'affrontent sur notre sol dans un combat millénaire et non pas des individus qui se côtoient dans le court laps de leur vie sur Terre. Ces soi-disant libéraux ont oublié la leçon d'un de leurs maîtres les plus réputés, Benjamin Constant, qui disait « Tout est moral chez les individus, tout est physique dans les masses. Un individu est libre parce qu'il n'a en face de lui que d'autres individus de même force. Dès qu'il entre dans une masse, il n'est plus libre. » Ces deux universalismes sont à la fois rivaux et complices. Le marché s'adapte à tout, tant qu'il peut faire du profit. Il a placé ses hommes à la tête de l'État pour utiliser son monopole de la contrainte légitime comme bras armé. Ainsi, l'État français, qui fut le génie bienveillant des populations françaises, qui le protégea des féodaux et des prédateurs étrangers, qui fit de ce peuple rassemblé sur le territoire entre la Méditerranée et l'Atlantique, la grande nation, crainte dans toute l'Europe et le monde entier, est devenue, par un retournement incroyable, l'arme de destruction de la nation et de l'asservissement de son peuple, du remplacement de son peuple par un autre peuple, une autre civilisation. Au libéralisme droit de l'homiste, les métropoles, à l'islam, les banlieues. De nombreux bons esprits ont comparé ces dernières années l'Union européenne à l'Union soviétique et l'arme monétaire de la BCE au char du pacte de Varsovie lancé au service de la doctrine Brejnev de la souveraineté limitée. On voit actuellement en Italie, en Angleterre, comment les parlements et les juges combattent avec une rare efficacité la volonté des peuples. Le droit et les procédures, soi-disant constitutionnelles, contre la liberté des peuples, on est revenu en plein dans les régimes qui se prétendaient eux aussi démocratie populaire. Quant à l'islam, dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui, l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. À la limite, beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là le comparer à l'islam. Quelques années plus tard, après-guerre, un autre totalitarisme, le communisme, menaçait. Et la même comparaison revint au goût du jour. Maxime Rodinson, un des plus grands spécialistes de l'islam, disait « c'est un communisme avec Dieu ». Toujours cette même comparaison, cette même obsession, diront certains. Alors je sais, on va m'accuser d'islamophobie, j'ai l'habitude. On sait tous que ce concept fumeux d'islamophobie a été inventé pour rendre impossible la critique de l'islam, pour rétablir la notion de blasphème au profit de la seule religion musulmane. Une notion de blasphème abolie, je le rappelle, en 1789. Mais les progressistes qui sacralisent la Révolution ne sont pas à une contradiction près et sont prêts à bazarder un de ses acquis pour protéger leur cher islam. Ce que nos progressistes ne parviennent pas à comprendre, c'est que l'avenir n'est pas régi par des courbes économiques, mais par des courbes démographiques. Celles-ci sont implacables. L'Afrique, qui était une terre vide de 100 millions d'habitants en 1900, sera une terre pleine à ras-bord de 2 milliards et plus en 2050. L'Europe, qui était alors une terre pleine de 400 millions d'habitants, 4 fois plus, n'est montée qu'à 500 millions. 1 pour 4, le rapport s'est exactement inversé. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs Indiens et leurs esclaves. C'est vous. À chaque vague démographique correspond son drapeau idéologique. Le vitalisme démographique africain a un drapeau tout trouvé, l'islam. L'islam qui avait déjà été le drapeau de l'Orient contre la Grèce de l'Antiquité et le christianisme reprend du service. Oh, il n'a pas changé depuis le Moyen-Âge,
il est prêt à l'emploi pour nous vaincre avec nos droits de l'homme et nous dominer avec sa charia, comme disait le prédicateur Al-Qaradawi. Nous sommes arrivés aujourd'hui au temps des conséquences et de l'irréparable. En France, comme dans toute l'Europe, tous nos problèmes sont aggravés, je ne dis pas créés, mais aggravés par l'immigration. Écoles, logements, chômage, déficits sociaux, dette publique, ordre public, prison, qualification professionnelle, urgence aux hôpitaux, drogue. Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. C'est la double peine. Tous les économistes nous expliquent doctement que l'économie est d'abord une affaire de confiance. Or, le grand sociologue américain Robert Putnam a démontré que la confiance entre les gens diminuait au fur et à mesure que la société était moins homogène ethniquement et culturellement. Mais on continue à nous seriner que l'immigration est une richesse. Cherchez l'erreur. La question qui se pose donc à nous est la suivante. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? Si oui, ils méritent leur colonisation. Sinon, ils devront se battre pour leur libération. Se battre comme certains l'ont fait depuis des années courageusement avec les vieux mots de la République, la laïcité, l'intégration, l'ordre républicain. Malheureusement, ces mots n'ont plus de sens. Immigration, intégration, délinquance, incivilité, vivre ensemble et même assimilation, république, valeurs républicaines, état de droit, tout cela ne veut plus rien dire. Tout a été retourné, dévoyé, vidé de son sens. Les vieux socialistes comme Jaurès ou Blum n'appelleraient plus République ce que nous appelons aujourd'hui République. Tous ceux qui s'accrochent encore à ce vieux langage républicain sont aussi désuets que le fut Charles X lorsqu'il voulut, à l'aube de son règne, rétablir le sacre d'antan à la manière de ses ancêtres, rois absolus. Il fut ridicule, car entre-temps, la Révolution et l'Empire avaient tout balayé. Les débats idéologiques contemporains sont comme les chansons d'aujourd'hui, des reprises des tubes des années 80. Laïcité ou liberté, intégration ou assimilation, droit d'asile, ouverture ou fermeture, ils ne correspondent plus à notre époque. Ces questions, ces débats sont dépassés, désuets, obsolètes. L'immigration, c'était naguère venir d'un pays étranger pour donner à ses enfants un destin français. Aujourd'hui, les immigrés viennent en France pour continuer à vivre comme au pays. Ils gardent leur histoire, leurs héros, leurs mœurs, leurs prénoms, leurs femmes qu'ils font venir de là-bas, leurs lois qu'ils imposent de gré ou de force aux Français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre, c'est-à-dire vivre sous la domination des mœurs islamiques et du halal ou fuir. Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise, ils se comportent en colonisateurs. Les caïds et leurs bandes s'allient à l'imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sabre et du goupillon, en l'occurrence la calache et la djellaba. Il y a une continuité entre les vols, viols, trafics, jusqu'aux attentats de 2015, en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France. Ce sont les mêmes qui les commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les koufars, les infidèles. C'est le djihad partout, et le djihad pour tous et par tous. Tous les ministres de l'Intérieur, depuis 30 ans, jouent les matamors pour combattre les trafics de drogue dans les banlieues et prétendent restaurer l'ordre républicain. Ils ne comprennent pas que pour restaurer l'ordre républicain dans les quartiers, il faut d'abord ramener la France dans ses enclaves étrangères. Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue, comme les uniformes d'une armée d'occupation rappellent aux vaincus leur soumission. J'aime la formule de Renaud Camus, « Entre vivre ensemble, il faut choisir ». La question est donc aujourd'hui celle du peuple. Le peuple pour refaire une nation. Le peuple français contre les universalismes, qu'ils soient marchands ou islamiques. Le peuple français à la fois contre les cosmopolites citoyens du monde, qui se sentent plus proches des habitants de New York ou de Londres que de leurs compatriotes de Montélimar ou de Béziers, et le peuple français contre l'universalisme islamique, qui transforme Bobigny, Roubaix, Marseille en autant de républiques islamiques et qui brandit des drapeaux algériens ou palestiniens lorsque son équipe de football gagne, enfin son équipe de cœur, l'équipe du pays de leurs parents, pas l'équipe de leur carte d'identité ou de leur carte vitale. Nous devons tout remettre sur pied. Nous devons nous affranchir de la religion des droits de l'homme puisqu'elle a oublié qu'elle s'adressait aussi aux citoyens. Quand il y a contradiction entre des principes et la survie de la société, c'est que ces principes sont faux car la société est la vérité suprême. Nous devons nous affranchir des pouvoirs de nos maîtres, médias, universités, juges. Nous devons restaurer la démocratie qui est le pouvoir du peuple contre la démocratie libérale
qui est devenu le moyen, au nom de l'État de droit, d'entraver la volonté populaire. Nous devons abolir les lois liberticides qui, au nom de la non-discrimination, nous rendent étrangers dans nos propres pays. Nous devons au contraire partout remettre à l'honneur le principe de la préférence nationale, qui n'est rien d'autre que le fondement d'une nation qui n'a de raison d'être que si elle privilégie les siens au détriment des autres. Je ne dis pas que la question de l'identité est la seule question qui nous soit posée. Je ne dis pas que l'économie n'existe pas. Je prétends seulement que la question identitaire du peuple français les précède toutes, qu'elle préexiste à toutes, même à celle de la souveraineté. Une république islamique française pourrait être souveraine, en quoi serait-elle française? Cette question de l'identité est aussi la plus rassembleuse, car elle réunit les classes populaires et les classes moyennes, et même une partie de la bourgeoisie qui est restée attachée à son pays. Oui, elle réunit toutes les droites jusqu'à une gauche restée près du peuple français, sauf la gauche internationaliste et la droite mondialiste qui est déjà passée chez les progressistes macronistes et pour qui la France n'existe plus et pour qui importent seulement les villes dans le monde où sont localisées les banques qui gèrent son argent. Les jeunes Français seront-ils majoritaires sur la terre de leurs ancêtres? Je répète cette question car jamais elle n'avait été posée avec une telle acuité. Dans le passé, la France a été menacée de dislocation. Elle a été occupée, rançonnée, asservie, mais jamais son peuple n'a été menacé de remplacement sur son propre sol. Ne croyez pas ceux qui vous mentent depuis 50 ans. Ne croyez pas ceux qui, comme Macron aujourd'hui, reprennent les mêmes mots qu'Hollande, Sarkozy, Chirac et Giscard. Ne croyez pas les optimistes qui vous disent que vous avez tort d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur. C'est votre vie en tant que peuple qui est en jeu. Ne croyez pas ces optimistes qui sont comme les pacifistes de toutes les époques. Ils s'aveuglent volontairement. Ne croyez pas les optimistes. Récitez-vous la célèbre phrase de Bernanos que beaucoup connaissent déjà. L'optimisme est la fausse espérance des lâches et des imbéciles. La vraie espérance est le désespoir surmonté. Mais je sais que si vous êtes ici, aujourd'hui, c'est que vous surmontez.